Bonjour, ici Philippe Meyer. Un mot pour vous préciser que l'émission que vous allez entendre a été enregistrée vendredi matin, peu de temps avant que ne se produise dans le bureau ovale de la Maison-Blanche la scène mémorable que vous avez sûrement présente à l'esprit et dont vous pourriez vous étonner qu'elle ne soit pas mentionnée dans notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères et essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « À qui appartient la nature ?» et il est chapeauté ainsi. À force de nous croire hors de la nature, nous avons fini par la considérer comme une simple ressource, voire comme un adversaire. Pourtant, nous rappellent biologistes et philosophes, ce dualisme humain-nature est une illusion. Notre espèce ne peut survivre hors sol. Ce numéro du 1 invite à envisager autrement nos relations aux espaces naturels. Qui peut y accéder? Qui doit décider de leurs usages? Faut-il paradoxalement les posséder pour mieux les préserver? Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 16 mars. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Mercredi, nous mettrons en ligne notre deuxième conversation avec Stéphane Le Rouge, grand connaisseur et grand passionné de musique de film, co-auteur d'un livre sur et avec Michel Legrand qui sera au centre de notre prochain échange. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Dois-je vous rappeler que vos contributions sont le carburant de nos conversations hebdomadaires. Je vous propose de commencer par le premier des deux sujets que nous avons retenus, le sujet international, sur la fin de l'OTAN et sur l'heure arrivée ou non de la défense européenne. Le rapprochement russo-américain sur l'Ukraine, les négociations de paix amorcées sans Kiev et le vieux continent, et la menace de remise en question par Washington de son soutien militaire à l'Europe ont abasourdi ses alliés. Le discours du vice-président des États-Unis lors de la conférence de Munich du 14 février a ébranlé la relation transatlantique. Les Européens ont brutalement pris conscience que la sécurité du continent ne dépend que d'eux-mêmes. Après l'annonce par le secrétaire américain à la Défense le 12 février à Bruxelles que l'administration Trump écarterait la possibilité pour l'Ukraine d'intégrer l'Alliance Atlantique dans les négociations de paix, la course aux idées pour pallier l'absence de protection américaine a été relancée. Mais faute d'architecture de défense ou de structure de commandement commune européenne, ces moyens sont limités. Aujourd'hui, les membres européens de l'OTAN ne dépensent que 1,9% de leur PIB pour la défense. Le sommet du 24 au 26 juin à La Haye devrait porter la cible de dépenses de défense à 3% du PIB. À Bruxelles, en attendant de présenter
son livre blanc sur la défense le 19 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà évoqué une première piste. Les États membres pourront demander un traitement budgétaire de faveur pour leurs dépenses de défense afin de desserrer l'étau des critères de Maastricht d'une dette publique inférieure à 60% du PIB et d'un déficit public de 3% maximum du dit PIB. Le recours à cette clause de sauvegarde nationale pourrait notamment intéresser les pays sous procédure pour déficit excessif, la France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie ou Malte. Pour l'heure, le débat sur la bonne utilisation des fonds communautaires se poursuit entre les États qui, comme la France, militent pour une préférence européenne et ceux qui, à l'instar de la Pologne, ne veulent pas exclure des achats aux États-Unis ou en Corée du Sud. En Allemagne, lundi, au lendemain de la victoire de l'Union chrétienne-démocrate aux législatives du 23 février, son leader, le probable futur chancelier Friedrich Merz, juge nécessaire pour l'Europe de se préparer au pire scénario en créant une défense autonome en tant qu'alternative à l'OTAN dans sa forme actuelle. Estimant que le temps presse, il se dit prêt ainsi à s'affranchir de 80 ans de tradition atlantiste allemande en matière de défense, allant jusqu'à déclarer, je cite, vouloir discuter avec les Britanniques et les Français pour savoir si leur protection nucléaire pourrait également s'étendre à l'Allemagne. À Londres, mardi, devant la Chambre des communes, Keir Starmer a déclaré que son gouvernement porterait le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027, du jamais vu depuis la fin de la guerre froide, a précisé le Premier ministre britannique. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. C'est un sujet à la fois très important et très abondant. Je vais essayer pour l'introduire de le survoler un peu vite pour commencer. Mais il faut partir d'abord de l'état de choses actuel. Évidemment, pour les États européens, la nouvelle donne américaine et l'alignement de Washington sur Moscou, très apparent sur l'Ukraine, très rapide, très brutal, ont évidemment toutes les apparences d'un cauchemar. En quelques semaines, on a assisté à un séisme stratégique absolu. On s'est aperçu ou remémoré que le président Trump ne connaît pas la notion d'ami ni celle d'allié, qui lui sont totalement étrangères, et que ce soit dans le domaine commercial ou dans celui de la défense, il est décidé à faire passer America First, l'Amérique pour la première, et parfois l'Amérique seule. Alors, dans le débat stratégique qui va se nouer entre Poutine et Trump, et se nouer très vite, puisque le contact a été pris très vite, on voit déjà un certain nombre de choses qui sont bouleversantes pour les Européens. Les Russes et les Américains vont parler de l'Ukraine sans l'Ukraine, et ils vont parler de la défense et de la sécurité européenne sans les Européens. Ce sont en apparence les deux premières constatations ou inquiétudes que l'on peut formuler. C'est un séisme total pour les Européens, ou pour tous ceux en tout cas, je mettrai la France un peu à l'écart, qui ont toujours compté sur les États-Unis pour assumer leur sécurité et qui ont sacrifié littéralement leur défense à l'alliance avec les États-Unis, à l'OTAN, l'OTAN considérée évidemment comme la protection ultime, mais comme une protection absolue. Alors la France, disais-je, est un peu une exception, parce que le général de Gaulle lui-même a choisi de suivre une voie exceptionnelle et de doter la France d'une force de frappe entièrement autonome, ce qui n'est pas le cas de celle des Britanniques, comme chacun sait. Et ensuite, ça a été toujours un cheval de bataille de la diplomatie française que de parler, comme le fait Macron maintenant avec beaucoup de constance, de souveraineté européenne ou de souveraineté dans le domaine de la défense. Mais voilà, nous sommes devant un changement, comme on dit dans le langage moderne, un changement de paradigme absolument complet, puisque les États-Unis et la Russie sont décidés à se dialoguer, à renouer une espèce de partenariat et à débattre de défense et de sécurité européenne, probablement entre eux et, si j'ose dire, sur notre dos. Alors, bon, faut-il parler de la fin de l'OTAN ? Moi, j'ai un peu de mal devant les formules aussi définitives. Il est peut-être trop tôt pour parler de la fin de l'OTAN, mais en tout cas, si on parle de temporalité, il est bien tard pour en préparer l'éventualité, qu'on aurait dû s'y préparer depuis longtemps. D'abord, l'OTAN respire encore. Ne prononçons pas d'oraison funèbre tant que le patient n'est pas encore décédé, à mon avis. Pour l'instant,
observez bien les déclarations de M. Trump. Il n'a jamais dit que les États-Unis allaient quitter l'OTAN. Il n'en a jamais brandi la menace. Ce dont nous parlons, c'est d'une OTAN vidée de son sens parce que les États-Unis ne veulent pas être tenus par l'article 5 qui prévoit de venir à l'aide d'un État qui serait attaqué. Mais voilà, il n'y a pas eu encore de déclaration. Mais il faut évidemment se préparer à cette occurrence, et peut-être la collusion Trump-Poutine va aller jusque-là, nous verrons, nous ne savons pas jusqu'où elle va aller. Elle va commencer et elle va nous surprendre. Elle peut aller très loin, parce que nous avons vu à l'ONU, par exemple, dans la semaine qui vient de s'écouler, que les États-Unis et la Russie votaient ensemble une résolution sur l'Ukraine, appelant à la paix prochaine, mais qui ne font absolument pas allusion au début du conflit, et que par contre, la déclaration des Européens, le projet de déclaration des Européens a reçu un veto à la fois russe et américain. Alors, il faut blâmer les Européens quand même dans cette affaire. Blâmer Trump, c'est facile et tout le monde le fait. Mais blâmer les Européens, parce que ça fait quand même des années, des décennies, je suis tenté de dire, que les Européens devraient se préparer au fait que les États-Unis souhaitent se désengager d'Europe. Et pour ne pas remonter au déluge, mais s'en tenir à l'histoire très récente, il faut se souvenir que c'est l'administration Obama, Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État, qui la première a formulé l'idée du pivot vers l'Asie, comme on l'appelait, par un article célèbre à l'époque dans la revue Foreign Policy. Les États-Unis veulent tourner leurs préoccupations stratégiques essentiellement vers l'Asie et le Pacifique, et pour cela se désengager d'Europe et du Moyen-Orient. Ce tournant a été pris par l'administration Obama. Il a été poursuivi finalement par la politique étrangère de l'administration Biden. Mais si vous voulez remonter dans le temps, je peux vous citer un président des États-Unis qui disait « Cela fait longtemps que j'ai la conviction profonde que le destin des États-Unis se jouera dans le Pacifique et pas en Europe ». Cette citation est de Theodore Roosevelt en 1905. Donc, il s'agit vraiment d'une tendance à très long terme. Et au fond, les Européens auraient dû s'y préparer depuis des décennies, mais ils ont préféré le confort de la vassalisation, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, sur la défense européenne, on peut dire beaucoup de choses, mais la défense européenne, pour moi, elle est comme le monstre du Loch Ness. On en parle énormément, elle est très très importante dans la fantasmagorie ambiante, mais on ne la voit jamais. Et au fond, on pourrait remonter là aussi à la CED en 1952, à l'échec du projet de communauté européenne de défense devant le Parlement français en 1954, et ensuite à toutes les tentatives qu'on a faites. Alors je ne fais que les survoler. On a voulu se porter sur l'Union de l'Europe occidentale, l'UEO, qui unissait les 6 membres originaires de la communauté européenne, plus le Royaume-Uni. Mais ensuite, il y a eu toute la saga de la France et de l'OTAN, qui a occupé également plusieurs décennies, pendant lesquelles on n'a pas cessé de multiplier les incantations à la défense européenne. Alors, je terminerai juste là-dessus par une manière de testament. La défense européenne, c'est très bien, c'est une idée qui vient très naturellement à quiconque se préoccupe d'intégration européenne ou se préoccupe d'alliance, puisque l'idée d'un second pilier européen dans l'alliance atlantique est une idée ancienne et que Kissinger lui a consacré même un livre au début de sa carrière, qui était son livre sur les malentendus transatlantiques. Mais moi, je dirais ceci. Les incantations, c'est une chose, mais il faut essayer de définir un petit peu de quoi l'on parle. Or, j'ai quelques convictions assez fortes, à l'âge que j'ai atteint, il est temps d'en avoir. Le premier, c'est qu'il est urgent de ne plus compter sur la protection américaine en cas de conflit sérieux. Même en 1917 ou en 1941, il a fallu la sottise allemande avec la guerre sous-marine en 1917, ou l'impérialisme japonais avec Pearl Harbor pour finir par convaincre les Américains d'entrer en guerre au secours des Européens qu'ils avaient laissé se battre pendant les années précédentes. Il est urgent de ne plus compter sur la sécurité qu'amènent les États-Unis dans les années qui viennent. Il n'y a pas de défense européenne sérieuse dans le cadre de l'Union européenne. On ne va pas se mettre à parler à 27 de la sécurité européenne. On ne va pas laisser la bureaucratie européenne commencer à multiplier institutions, fonds de secours et tout ce qui s'ensuit. Il faut s'appuyer sur un noyau dur
qui doit comprendre impérativement le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'Union européenne, mais qui est notre partenaire le plus sérieux en matière de défense européenne, un noyau dur qui comprend la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, qui est aujourd'hui le pays de l'Union qui fait le plus d'efforts dans ce domaine, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Et l'Ukraine ? Non, pas l'Ukraine, sûrement pas, parce que l'Ukraine est en guerre et que c'est autre chose. De facto, il faut s'appuyer sur les facilités offertes par l'Union européenne parce qu'elles peuvent être utiles. Je pense aux fonds de concours qui ont été créés, mais il faut la faire à part, de façon sui generis, avec un directoire restreint. Lucile Schmitt. Oui, je rejoins tout à fait François Bujon de l'Étang sur le fait d'essayer de définir le contenu de ce dont on parle. C'est-à-dire que cette Europe de la défense, est-ce qu'il s'agit effectivement d'une Europe qui serait dans le cadre de l'Union européenne ? Est-ce qu'il s'agit d'une Europe qui serait dans le cadre d'un pilier européen de l'OTAN ? Est-ce que c'est une union de défense fédérale ou intergouvernementale ? Ça, c'est toute une série de questions qui n'ont en fait pas été résolues depuis les années 50. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, on est face à une actualité qui nous oblige à au moins avoir des éléments de réponse par rapport à ces trois questions. La première, c'est évidemment sur la question de l'Europe fédérale ou l'Europe intergouvernementale. Comme toujours, c'est un modèle mixte qui doit prévaloir. C'est-à-dire que si la Commission européenne veut proposer, comme le rappelait Philippe Meyer, une amélioration des règles de restriction budgétaire pour permettre de financer la défense, il faut dire oui. S'il s'agit de confier la politique de défense européenne à Ursula von der Leyen, il faut dire non. Et évidemment, dans ce cadre, la question de la place du Royaume-Uni est une question fondamentale, puisque c'est, avec la France, la première puissance européenne de défense en termes d'armée, en termes de puissance nucléaire, etc. Donc, il y a un enjeu qui doit dépasser le cadre institutionnel, et c'est un premier point. La deuxième chose, c'est cette question du pilier européen de l'OTAN. Vous avez raison, François, de dire que les Européens ont d'une certaine manière refusé l'obstacle de longue date, mais c'est aussi dû au fait que, comme on vient de le dire, il y a des inégalités d'efforts de défense entre pays européens et aussi que l'actualité de la guerre a beaucoup progressé ces dernières années. Aujourd'hui, on peut compter davantage sur la Pologne, on peut compter davantage sur tous les pays... sur l'ensemble des pays de l'Est, sur la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. On voit que, je rappelle que la Suède et la Finlande viennent d'adhérer à l'OTAN, et donc on voit bien que l'OTAN n'est pas mort, et qu'à l'évidence, la question, c'est ce pilier européen de l'OTAN. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de rappeler que la question de la rivalité militaire de défense entre les États-Unis et la Russie ne se limite pas à la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on voit bien que le sujet, c'est d'ailleurs ce qu'ont rappelé les Russes, c'est l'architecture de sécurité européenne, et que là-dessus, il y a plusieurs sujets qui se posent. Il y a évidemment la question du pilier européen de l'OTAN, mais il y a aussi la question des missiles de portée intermédiaire. C'est un vieux sujet qui date des années 70-80. Les SS-20, je m'en rappelle, j'étais jeune. Et cette crise a été très importante sur le continent européen, avec des menaces croisées avant la chute du mur de Berlin. Donc on est aujourd'hui dans un renouveau de la prolifération nucléaire, parce qu'au fond, tous les traités qui visaient à réduire cette prolifération ne sont plus respectés par les grandes puissances. Et aujourd'hui, les Russes sont très inquiets de la possibilité, notamment, que les Américains réinvestissent, notamment l'Allemagne en 2026, autour de cette question des missiles de portée intermédiaire. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est évidemment le spatial, avec la question qui se pose aujourd'hui de la façon dont les Russes pourraient, au fond, menacer le sol américain via le spatial, et ce qu'a évoqué Donald Trump. D'ailleurs, il a signé là-dessus un décret le 27 janvier sur cette question de mise en place d'un dôme de fer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Israël qui a un dôme de fer pour se protéger. Et au fond, les États-Unis sont en train de renouer avec, je me rappelle ce que disait Ronald Reagan autour de la guerre des étoiles. Et donc, on est dans une situation où on retourne, au fond, à l'ambiance des années 80, d'une ambiance aussi de rivalité, d'hostilité larvée. Et il ne faut pas que les Européens se laissent, aveugler par les provocations de Donald Trump, le fait qu'à l'évidence, il n'y a plus de solidarité. Il y a forcément une forme de solidarité parce que les États-Unis ne peuvent pas se détacher par rapport à cette menace russe qui est bien réelle. Troisième chose que je voulais dire, je voulais rappeler qu'Emmanuel Macron, qui a beaucoup de défauts, on en a souvent parlé dans cette émission, a aussi, dès 2017, dans son discours de la Sorbonne, enfin, certains ne pensent pas comme moi, mais en tout cas, voilà le point de vue que je défendrai, avait d'emblée
dit qu'il fallait que l'Europe trouve les moyens de se distancier, en tout cas de trouver une forme d'indépendance à l'égard des États-Unis. En ce sens, il me semble qu'Emmanuel Macron avait une parole assez prémonitoire. Il n'avait pas prévu la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, la France a évidemment un rôle à jouer qui est un rôle fondamental. Et peut-être que plutôt d'essayer de convaincre les 27, comme vous le disiez François, ça n'a pas grand sens. Il faudrait essayer de voir comment, avec les Britanniques, nous pouvons organiser une sorte de possibilité de rapprochement. C'est d'ailleurs en cours. Et évidemment, avec l'Allemagne, ce n'est plus un couple franco-allemand. Est-ce un couple à trois? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble important aujourd'hui que ces trois puissances se rapprochent. Marc-Olivier Padis. Oui, je crois que la discussion fait ressortir le fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'un effort de défense supplémentaire pour l'Europe, mais je voudrais souligner qu'un effort de défense, ça ne doit pas signifier simplement augmenter les budgets. Et si on veut augmenter les budgets, il y a un consensus qui se dessine là-dessus. Il faut trouver une manière graduelle d'augmenter. Il faut trouver une manière stratégique d'opérer ce changement. Et donc, je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de résoudre une équation budgétaire, même si donc il y a des signes du côté de la Commission européenne qui sont tout à fait positifs, et aussi du côté du nouveau chancelier allemand, s'il arrive à constituer sa coalition, qui montrent que l'Allemagne, qui était un facteur de blocage plutôt jusqu'à présent, pourrait rejoindre des initiatives intéressantes. Mais donc, c'est pas simplement de trouver l'argent pour financer un effort de défense. Il y a deux questions qui se posent. Il y a d'abord, quelle est l'architecture militaire qu'on souhaite? Et deuxièmement, quelle est la base industrielle qui peut venir fournir des matériels? Donc la question, c'est quelle est la forme de cette armée? Il faut rappeler, on avait fait des émissions sur ce sujet ici même, que la France est le seul pays européen qui a un système complet qu'elle maîtrise complètement. Et donc les autres pays ont chacun des points forts dans certains domaines, mais aujourd'hui, il s'agit, si on veut s'émanciper des États-Unis, il faut reconstituer un système complet. Et ça va prendre du temps. On ne peut pas simplement le décréter comme ça. Et la deuxième question qui est extrêmement importante, c'est quelle est la base industrielle? Parce que ce qui s'est passé depuis 2022, le début de l'agression russe contre l'Ukraine, c'est que les Européens ont tous augmenté leurs achats d'armes, mais 63% de ces achats ont été faits auprès des États-Unis et 78% des achats hors de l'UE. C'est-à-dire que le marché européen, c'est un peu plus de 20%. D'ailleurs, ça montre l'absurdité complète de la démarche de Trump, au-delà de tout ça, de penser que les États-Unis sont perdants dans l'Alliance Atlantique, alors que 63% des achats d'armes européens sont dirigés vers l'industrie américaine. Donc, on ne va pas passer demain à 100% d'achats européen. D'ailleurs, la Commission a plutôt un objectif d'abord de 50% d'acquisition européenne, puis de 60% en 2035, ce qui est déjà assez ambitieux. Et pour se défaire de cette dépendance aux États-Unis, il y a deux verrous que les Américains ont mis en place depuis très longtemps, et ça va être très difficile de dépasser ces deux verrous. Le premier, c'est les restrictions d'emploi qui sont imposées par les États-Unis quand ils vendent des armes. Et donc, ça veut dire que les Polonais qui ont acheté des matériels américains doivent demander l'autorisation à des autorités américaines quand ils veulent utiliser ces armes. Ce qui est quand même, aujourd'hui, ça reste un problème. Et le deuxième verrou, qui est extrêmement important au sein de l'OTAN, c'est l'interopérabilité des matériels. Aujourd'hui, si vous menez une opération militaire, il faut que les avions de chasse puissent communiquer avec les chars. Et si tout n'est pas interopérable, ça ne marche pas, vous êtes aveugle sur le théâtre d'opération. Et donc, cette interopérabilité, elle est loin d'être obtenue à cause d'une base industrielle trop fragmentée. Par exemple, tous les pays européens qui fabriquent des armes, c'est-à-dire la Suède, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne pour l'essentiel, ont chacun, ils fabriquent tous des chars. Et donc, il y a une dizaine de modèles de chars à travers l'Europe. On n'a pas besoin d'une dizaine de modèles, et surtout, il faut que ces chars soient capables de communiquer entre eux, sinon il n'y a pas d'action coordonnée. Et donc, on voit très bien que tout ça va prendre du temps à se mettre en place. Donc, il faut une montée en puissance, mais une montée en puissance graduelle qui s'appuie sur une capacité industrielle
européenne. Et ça suppose des programmes coordonnés, une interopérabilité. Et notamment, donc le renversement allemand est très important parce que l'Allemagne avait mis fin à 3 des 5 programmes de coopération militaire franco-allemand qui avaient été négociés par Macron et Merkel. Et notamment, Lucile parlait du dôme de fer. Les Allemands voulaient acheter un dôme de fer dans un système israélo-américain et avaient laissé tomber le projet franco-italien. Donc, il faut reprendre tout ça, mais ça va prendre vraiment du temps. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois qu'il y a 3 questions qui se posent. Où en sommes-nous? Que voulons-nous faire? Et qu'allons-nous faire? Où en sommes-nous? Je crois que François Bujon de l'Étang a dit très clairement les choses. Je pense qu'il est absurde d'imaginer, je n'ai jamais pensé, je pense que c'est pas plus vrai aujourd'hui qu'hier, que les Américains allaient renoncer à l'OTAN. Pourquoi le feraient-ils? Vous avez donné les uns et les autres les chiffres sur le plan économique, ils vendent des armes, et sur le plan stratégique, ils contrôlent complètement, comme l'a dit François, l'interprétation de l'article 5, l'article de solidarité, dont ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et quand on voit la façon dont M. Trump prend les décisions, on sait qu'il n'hésitera pas à faire n'importe quoi selon l'humeur du moment. Et deuxièmement, ils ont, comme vient de le montrer Marc-Olivier, ils ont des possibilités très très précises de contrôle de l'usage, y compris des armements, notamment des avions, des matériels aéronautiques, des transmissions, etc., qui fait que nous n'avons pas un système d'armes complet. Donc, et évidemment, leur présence au sein de l'OTAN est un levier d'influence sur les Européens absolument considérable. Il suffit de voir la façon dont nous réagissons en ordre dispersé et en ordre soumis, en réalité, au processus de paix tel qu'il a été imaginé et tel qu'il est conduit sur l'affaire ukrainienne par le président Trump. Donc là, je crois que c'est pas... Deuxième remarque, le débat est quand même radicalement différent de ce qu'il était. Le pivot vis-à-vis de l'Asie, c'était très logique de la part de Clinton, Hillary Clinton, Obama, évidemment Trump numéro 1, Biden. C'est très logique. Il faut regarder une carte. C'est évident qu'ils ont des problèmes précis dans le Pacifique et qu'il était normal qu'ils se tournent vers cela. Il est également très logique de dire que les Américains, les Européens pourront en faire un peu plus, et même beaucoup plus, pour leur défense. Mais ça, c'est business as usual. Ça ne veut pas dire qu'on rompt avec les principes de solidarité fondamentale qui étaient à la base de l'Alliance Atlantique. Or, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, c'est une rupture totale. Mais nous avons affaire à un changement de nature tout à fait différent, c'est-à-dire que les choix de Trump montrent qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a renoncé à toute solidarité idéologique. Or, la solidarité idéologique était la base de l'Alliance Atlantique avec ses alliés, qu'il célèbre sur toutes les formes le Poutine, dont il dénie qu'il a été un agresseur, dont il vante la sincérité, la fiabilité, tout un ensemble de choses qui fait qu'il est d'intelligence avec l'ennemi. Et nous sommes donc en carafe. Donc, face à cette situation, effectivement, il ne faut pas se leurrer et chercher désespérément à rester dans l'OTAN. De toute façon, nous y sommes et les Américains n'en sortiront pas. En revanche, et c'est là que devons-nous faire, nous devons nous donner les moyens d'assurer notre sécurité. Nous ne pouvons plus avoir aucune confiance dans les Américains, aucune. Nous ne savons pas ce qu'ils feront, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas solidaires idéologiquement de nous, ils sont solidaires d'une idéologie kleptocratique, oligarchique, telle qu'elle est pratiquée en Chine et en Russie, et donc nous devons nous donner les moyens d'agir. Alors ces moyens d'agir, qu'est-ce qui manque? L'argent, pas vraiment. On dépense beaucoup d'argent. Dominique Merchet, très bon journaliste, disait on dépense beaucoup et on dépense fort mal. On dépense autant pour la défense que la Russie. On a des moyens, un PIB en Europe beaucoup plus élevé que celui de la Russie. Nous avons donc tous les moyens de faire cela. En revanche,
comme l'a dit Marc-Olivier, nous n'avons pas un système autonome, nous ne sommes pas indépendants, nous devons nous donner les moyens d'acquérir une autonomie et de pouvoir être maîtres de nos réactions. Pour l'instant, les avions américains, les F-35, ne peuvent pas décoller si les Américains ne veulent pas. Les systèmes de transmission, d'observation du champ de bataille ne peuvent pas fonctionner si les Américains ne le donnent pas. Et on a vu que M. Musk avait cassé une offensive ukrainienne en mer Noire en, tout à coup, interrompant les mécanismes de guide des missiles dont disposaient les Ukrainiens unilatéralement, au nom en tant que chef d'entreprise, il avait fait ça. Donc, nous devons absolument faire ça. Et ça, c'est un très, très rude travail. Mais on peut commencer tout de suite. Deuxièmement, on doit tout de suite renforcer la main de Zelensky. On doit renforcer la main de Zelensky parce que il a besoin d'avoir une main renforcée. Alors, le deuxième problème que ça pose, c'est le format. Et ça, c'est compliqué. Le format de l'UE n'est pas le bon. Nous avons comme des gens comme Orban, et même les Turcs qui sont dans une situation très complexe, qui ne veulent pas s'engager fortement. L'OTAN, c'est pas non plus... l'OTAN, je parlais des Turcs à propos de l'OTAN, c'est pas non plus satisfaisant. Donc on doit imaginer une sorte d'élite de la défense européenne, essentiellement formée des pays d'Europe du Nord, des Baltes, des Suédois, des Finlandais, des Norvégiens, qui sont extérieurs à l'UE, évidemment des Britanniques, et si les orientations allemandes se confirment avec la nomination de M. Merz, des Allemands et évidemment des Polonais. Tout ça forme, et nous devons sans doute imaginer des formes de coopération un peu informelles, mais très organisées. C'est faisable. Donc, je crois... Alors, troisièmement, est-ce que nous allons le faire ? Là, je suis très inquiet. Et je pense que je suis très inquiet parce que je crois que ça demande d'abord, il y a un temps de latence, pendant le temps où nous faisons les quelques années dont nous avons besoin pour nous mettre à niveau, si tant est que nous voulions le faire, on sera dans une espèce de période de canard boiteux vis-à-vis des Américains. Deuxièmement, je pense qu'il y a un doute raisonnable pour un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, sur la capacité que les Franco-Britanniques ont pour apporter quelque chose qui serait à peu près équivalent, enfin différent, mais qui permettrait de compenser le vide américain. Et là, je crois qu'il s'est passé quelque chose dont je ne sais pas si Trump l'a bien mesuré, mais les encouragements donnés par Musk, par le vice-président Vance, à des partis qui sont d'extrême droite, qui sont hostiles à toute forme de coopération européenne et qui sont très largement dans la main de M. Poutine, peut dessiner en Europe, non pas le réveil auquel Lucie appelait tout à l'heure, le réveil des Européens en disant « les Américains nous lâchent, retroussons nos manches et allons-y », mais une tentation d'hyper-collaboration à l'égard de l'Est. Moi, je crois qu'il y a là un risque énorme si nous sentons que l'obstacle est trop haut, trop élevé pour le passer, nous pouvons être tentés d'aller dans ce sens. Et ce qui m'inquiète, ce sont effectivement les élections allemandes. Je crois que Merz est très bien intentionné. Même Scholz, d'ailleurs, a fait d'assez bonnes déclarations, un peu tardives, mais ouais. Pistorius, nous espérons que Pistorius prendra la direction du SPD. La conjonction d'un SPD avec Pistorius et d'une CDU dirigée par Merz, ça serait très bon. Mais malgré tout, les élections n'ont pas été bonnes pour Merz. Il n'a pas du tout obtenu le saut qu'il a obtenu. Il a obtenu, s'il y avait à 12 500 voix, le parti extrême droite, extrême gauche, comme je l'appelle, parce qu'il est l'un et l'autre, a manqué de 12 500 voix au plan national de franchir la barre des 5%. S'il l'avait franchi, il n'y avait plus de coalition à deux possible. La droite a marqué, l'extrême droite, Alice Weidel, etc., a marqué des points de façon considérable. Les éléments pro-russes au sein du SPD demeurent très actifs. Donc on a quand même la situation objective, c'est-à-dire le coût de l'énergie et l'énorme traumatisme que représente la rupture de l'unité occidentale pour les Allemands.
l'identité allemande, elle s'est faite sur 3 choses. C'est la démocratie, l'état de droit, donc le contraire du nazisme. Deuxièmement, la solidarité européenne, l'Union européenne, le contraire du nazisme. Et troisièmement, une solidarité atlantique qui n'était pas seulement une demande de sécurité, qui faisait partie de l'identité de la reconstruction postérieure aux nazis de l'Allemagne. Et donc le traumatisme qu'inflige Trump à la nation allemande est extrêmement puissant, ce que d'ailleurs a très bien montré M. Merz lui-même en disant « Je n'aurais jamais cru être amené à dire ce que je disais sur la nécessité de prévoir une défense autonome allemande sans les Américains. » Et là, je pense qu'il y a des tas de tendations en Russie qui sont très anciennes. Je ne parle pas seulement du pacte germano-soviétique, je parle de Rapallo, je parle de toutes les rapports entre Bismarck et la Russie. La tentation d'un lien privilégié, et même de la fin de la guerre de 7 ans, qui n'a été perdue par la France que parce que les Russes ont le mari un peu cinglé de Catherine II nous a lâchés dans l'épreuve à la fin. Eh bien, tout cela fait qu'il peut y avoir et d'ailleurs Catherine II était une princesse allemande, n'oublions jamais. Tout cela peut conduire, pas maintenant, et en cas d'échec de Merz, peut conduire à une dérive, le prix de l'énergie aidant, etc., de l'Allemagne vers... il vaut mieux essayer de trouver un accommodement avec M. Poutine. Donc, pour l'instant, il faut absolument encourager Merz, aller dans le sens de ce qu'il dit, l'aider à se développer et bâtir avec lui, avec les Anglais et avec l'Europe du Nord, essayer de bâtir quelque chose qui ne soit pas agressif à l'égard des Américains, mais qui nous permette de nous substituer à ce bouclier défaillant. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble très, très fondamental aussi, c'est comment est-ce qu'on va convaincre les opinions publiques ? Parce que le sujet, par rapport à tout cela, c'est qu'on revient dans un moment culture de la guerre, possibilité de la guerre, alors que nous étions profondément habitués à penser que c'était pas sur notre sol que ça allait se produire. Je regardais les déclarations de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense français, qui disait effectivement, au fond, on ne doit pas dépenser à tort et à travers, et au moment où on parle beaucoup de déficit budgétaire, de restrictions budgétaires, il y a à la fois la question de la guerre et la question de dépenser justement, et ça, il va falloir développer tout un discours à l'égard des sociétés européennes, sociétés françaises, sociétés allemandes, qui va poser évidemment des enjeux de conflictualité au sein des sociétés. Et le poutinisme, j'ai parlé du poutinisme potentiel des Allemands, mais n'oublions pas le poutinisme potentiel très fort de la France. On a quand même des partis poutiniens qui font plus de la majorité du corps électoral. C'est quand même quelque chose de... on dit, est-ce que la Roumanie va basculer dans l'autre camp ? La Roumanie, c'est nous. Marc-Olivier Padis. Oui, 2 points là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Lucille. Il y a comme je disais, c'est pas simplement une question budgétaire, il y a la question de l'opinion, effectivement, de faire comprendre que ce basculement dont nous parlons, et je crois qu'il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important aujourd'hui, qui est le domaine cyber. Et en réalité, dans le domaine cyber, le conflit a déjà commencé. On est déjà, en tout cas, les Russes sont déjà en guerre avec nous. C'est-à-dire que les Russes mènent des campagnes de désinformation systématiques dans toute l'Europe à l'occasion des élections. Et ça, c'est belliqueux comme attitude. Et je crois qu'il y a un début de prise de conscience qui viendra plutôt de ce côté cyber. Le deuxième point qui est directement lié, c'est que je suis un peu moins pessimiste que Jean-Louis sur l'Allemagne parce que... Je ne veux pas être pessimiste, je m'interroge. Oui. Moi, je pense que je ne crois pas à un retour de l'Allemagne vers la Russie. L'échec auquel Jean-Louis a fait allusion du parti extrême-gauche, extrême-droite qui s'appelle le Bündnis Sarah Wagenknecht, donc qui était une dissidente de Die Linke, qui est l'équivalent des Insoumis français. Bon, 4,9% des voix, donc effectivement, elle n'était pas loin du plafond de 5. Mais c'est quand même un échec significatif, rassurant en un sens. Et quand on pense quand même des informations russes plus offensive américaine pour soutenir les mouvements populistes allemands, plus les événements, les attaques terroristes d'islamistes schizophrènes, ça faisait quand même une convergence pour faire monter les mouvements populistes qui finalement ont progressé par rapport aux dernières élections, mais par rapport aux élections européennes, ont été contenus. En outre, je pense que d'un point de vue culturel,
Il y a eu une prise de conscience en Allemagne. J'avais cité ici un livre de l'historien Karl Schlögl, qui est un grand spécialiste de l'espace post-soviétique, qui disait tout d'un coup qu'il s'est rendu compte que pour lui, l'espace post-soviétique, dans toutes ses études, et c'est quelqu'un qui a eu une cinquantaine, soixantaine d'années, c'était la Russie. Et tout d'un coup, il a découvert l'Ukraine. Et je crois que les Allemands redécouvrent qu'aussi dans ce monde slave qui fait partie vers lequel ils sont tournés d'une certaine façon depuis longtemps par leur histoire, il n'y a pas que la Russie finalement. Il y a aussi l'Ukraine et la Pologne pour d'autres raisons. Mais donc ça veut dire aussi que ce rapport s'est beaucoup complexifié. François Bujon de l'Étang. C'est inévitable, mais nous mélangeons là des problèmes à court terme et des problèmes à long terme. Car en réalité, l'évolution des opinions publiques, elle est déjà en cours. Et quand on verra sur les écrans de télévision, peut-être dès la semaine prochaine, M. Poutine et M. Trump côte à côte, l'évolution de l'opinion peut s'accélérer. Mais ça, elle est très importante sur ce que nous allons faire, sur le cadre que nous allons choisir pour créer, j'espère, cet embryon de défense européenne, qui sera plus qu'un embryon d'ailleurs. Mais dans l'immédiat, nous avons des problèmes immédiats. Les Américains sont en train de nous laisser tomber en Ukraine. Ça veut dire qu'il faut continuer à fournir des moyens de défense aux Ukrainiens. Et ça, c'est pas un problème d'après-demain ou de la semaine prochaine, c'est un problème immédiat. Et puis, nous avons le problème des sanctions envers la Russie, quand même. Il va désolidariser les États-Unis, il est déjà en train de le faire, des sanctions sur la Russie avec lesquelles les Européens vont se retrouver tout seuls. Ça, ce sont des problèmes absolument immédiats. Et il va falloir les gérer sans laisser tomber, bien entendu, l'Ukraine, tout en préparant un avenir qui ne doit pas être un avenir à long terme. Moi, je suis effrayé quand j'entends même M. Merz, qui est le mieux disposé du monde pour tout ce que nous sommes en train de dire, mais annoncer qu'il va passer à 2,5, peut-être 2,7, en donnant des horizons 2027, 2030. Le problème que nous avons, il est immédiat. C'est très bien de préparer 2030. Il ne sait pas comment faire. Non, il ne sait pas comment faire. Et pourtant, ces déclarations sont les plus positives. J'ai retrouvé d'ailleurs celle dont nous parlions tout à l'heure. Elle est, entre guillemets, je le cite, il dit « Ma priorité absolue sera de rendre l'Europe indépendante des États-Unis pas à pas. Je n'aurais jamais imaginé que je dirais cela un jour à la télévision. » Effectivement. Jean-Luc Groenland. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je crois avoir mentionné l'idée que ce que nous allions faire, il y avait la construction à long terme d'une défense indépendante et il y avait immédiatement le service à apporter pour renforcer la main de l'Ukraine. Le problème du futur chancelier allemand, c'est que sa victoire est trop courte pour qu'il ait les coups des franches, pour s'affranchir notamment du frein à la dette. Donc, pour engager ce qui serait nécessaire de l'avis de la plupart des économistes, l'Allemagne sur la voie d'un endettement accru, à la fois pour des raisons civiles et militaires. Et donc, il définit des choses à long terme, alors que notre problème, c'est ce que nous allons faire maintenant et la gestion de ce moment assez long où nous sommes dans la situation de dépendance à l'égard des États-Unis et le moment où nous serions, même en faisant de gros efforts que nous ne sommes pas forcément prêts à faire ou en mesure de faire, où nous serions indépendants des États-Unis. Donc il y a une énorme période de canard boiteux qui est très très difficile à couvrir. C'est pour ça que je crois que ce que les Européens ont à faire. Moi, j'ai trouvé que le président Macron avait fait un très bon discours à Washington, mais enfin, j'ai été toujours extrêmement choqué par tout ce théâtre de convivialité et de complicité à l'égard de quelqu'un qui a foulé aux pieds les principes fondamentaux sur lesquels était fondée notre alliance. Donc, et là, je pense que nous devons, la seule chose que nous ayons à faire, c'est on va voir ce qui se passe à Londres, mais c'est de rapprocher les Européens et de faire un plan immédiat. Je suis tout à fait d'accord avec la notion d'urgence qu'évoque François Bujon de l'Étang pour aider. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine ? Il semble que le dispositif, ce soit d'abord une trêve, un cessez-le-feu, à laquelle tout le monde souscrira, parce que l'idée que ça s'arrête, que les violences s'arrêtent en Ukraine, c'est une chose. Et puis ensuite, des négociations qui seront plus ou moins monopolisées par les Russes
et les Américains, même si on nous donne à un moment un strapontin, enfin, tout ça ne signifiera rien, ce sera vraiment entre Trump et Poutine. Et pendant cette trêve, c'est là que se posera la question de savoir exactement ce que font les Européens pour renforcer la main de l'Ukraine. Là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec François, et c'est pour ça que j'ai posé la question sur l'Ukraine, c'est que je crois que, évidemment, l'Ukraine est en dehors de l'OTAN, évidemment, l'Ukraine est en guerre, mais nous raisonnons aussi dans une hypothèse où elle serait, où la guerre s'interromprait. Or, il faut bien voir que l'armée ukrainienne, et plus encore que l'armée polonaise, et certainement plus que la partie théâtre européen de notre armée, nous avons 3 armées. C'est ça le problème. On a la dissuasion nucléaire, on a une force de projection outre-mer, et le parent pauvre, c'est notre dispositif continental. Mais l'Ukraine, c'est la première armée d'Europe. Voilà une armée qui, depuis 3 ans, tient tête à l'armée rouge, dans des conditions absolument étonnantes. Donc on ne peut pas oublier que dans le dispositif de sécurité qui sera le nôtre, l'Ukraine jouera son rôle. L'Ukraine a autant à apporter à l'Europe que l'Europe a apporté à l'Ukraine. Oui, Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais revenir sur l'Ukraine et rappeler que l'Ukraine demande son adhésion à l'OTAN, que ça a été refusé par Donald Trump et qu'il y a des négociations qui pourraient commencer concernant son adhésion à l'Union européenne. Par rapport à ce que disait François Bujon de l'Étang sur le temps court et le temps long, on voit bien que cette question d'adhésion à l'Union européenne a une forte valeur symbolique, mais ne correspond absolument pas aux besoins du moment. On voit bien que Donald Trump s'est précipité pour dire que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'on peut dire que l'Ukraine adhère à l'OTAN serait un problème actuellement parce que c'est un État en guerre. Mais on voit bien aussi comment les Européens devraient installer une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de façon à ce qu'on puisse considérer... Ce serait une manière de reprendre pied par rapport à Donald Trump, qu'il arrête de poser des conditions qui en fait ne correspondent pas à ce qui se passe sur le théâtre européen et aussi montrer comment un pilier européen de l'OTAN, c'est aussi une manière de dire qu'il faudra un jour que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Ça me semble être un point essentiel. Et un deuxième point... Est-ce que vous croyez encore à l'OTAN ? Oui, je crois encore à l'OTAN. Et je pense que le deuxième point intéressant, c'est que s'il y a quelqu'un qui a négocié avec Donald Trump, c'est Zelensky, par rapport aux terres rares, par rapport à la capacité qu'il a eue à dire non. Et ce que disait Jean-Louis Bourlange sur le fait qu'il faut arrêter effectivement d'être aimable avec Donald Trump, je pense que si quelqu'un a osé le faire, c'est Zelensky, de manière très vitale, et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, effectivement, est un élément, un atout essentiel pour qu'existe cette Europe de la défense. Marc-Olivier Padis. Oui, sur ce point des négociations avec Trump, et le déplacement d'Emmanuel Macron suivi immédiatement par Keir Starmer, on voit que les deux chefs d'État, enfin le Premier ministre britannique et le président français, ont suivi la même stratégie. C'est-à-dire qu'il gratte Trump par où ça le démange, et on sait très bien où ça le démange. C'est quelqu'un d'une vanité pathologique. Et Poutine le prend toujours par la vanité. Et donc, ils ont décidé de le flatter parce que c'est le meilleur moyen de discuter avec lui. Et ils ont décidé de le faire en 2 vagues. Parce que les déclarations de Starmer sont assez ahurissantes aussi, où il dit « Je me suis rendu compte à Washington que vraiment tout le monde aime le président, etc. » Mais tout ça, c'est du langage qui est fait pour circonvenir la dinguerie de Trump. Bon. Deuxième petite remarque, c'est sur le débat allemand. C'est lui le renard et nous le corbeau. C'est ça. Le débat sur le frein à la dette, qui est un dispositif finalement assez récent, parce qu'il a été mis en place dans les suites de la crise financière de 2008, un consensus se dessine en Allemagne pour revenir sur ce dispositif, mais on va être fixé assez vite parce que la stratégie de Merz, c'est comme l'ancien Bundestag, en fait, est encore présent 1 mois, c'est d'essayer de faire voter la suppression de ce dispositif par l'Assemblée sortante, parce qu'il peut s'appuyer dans cette Assemblée sortante, notamment par un groupe vert plus important, et que les Verts ont toujours été favorables à la suppression. Donc on va voir assez vite si ça marche ou pas. Joli, hein, comme image de dire de s'appuyer sur le Parlement sortant, parce qu'on n'a pas confiance dans le Parlement qui vient, c'est un peu scabreux. Le Parlement qui vient et qui vous a élu. Oui, mais c'est une preuve de souplesse de la part de Merz. Moi, je trouve qu'il est très bien, Merz, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est assez inhabituel, surtout dans le contexte allemand,
comment, mais c'est intéressant qu'il en soit capable. François Bujon de l'Étang. Je pense que ce qui se passe en Allemagne et la façon dont la coalition va se former, les compromis sur lesquels elle va s'établir, est très très important, parce que nous avons vraiment un changement sismique dans la relation transatlantique, nous en avons tous parlé, mais il y a peut-être un changement sismique pour la défense européenne, qui serait le fait que l'Allemagne se décide à construire sa défense européenne indépendamment de l'appui américain. Et dans les choses qu'a dites M. Merz, il y en a une qui n'a pas été trop relevée, mais qui est quand même très, très intéressante aussi. Il a parlé d'explorer avec la France le renforcement de la dimension européenne de la force de frappe. C'est un sujet extraordinairement sensible, sur lequel la France s'était déjà avancée, imprudemment peut-être, il y a quelques années, mais qui revient de la sorte. Et il y a donc toutes sortes de choses à explorer sur le moyen et long terme avec une Allemagne qui se décide à s'intéresser à sa défense. Ce serait un changement de paradigme, comme on dit, tout à fait significatif. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi, le président de la République l'avait affirmé il y a plusieurs années, mais je me rappelle, je l'avais accompagné l'année dernière en Suède, oui. Et il l'avait réaffirmé avec beaucoup de force, exactement dans les mêmes termes, sauf qu'il l'avait dit en anglais, mais dans les mêmes termes que ceux qu'il avait employés précédemment. Simplement, je pense qu'on est, et on peut se référer à des textes anciens et vénérables, comme par exemple les textes de Michel Debré en 71, pour dire qu'effectivement, il y a une dimension qui les intérêts vitaux de la France ne sont pas emprisonnés dans une conception étroitement territoriale, hexagonale de notre défense. Ce qui n'est pas question, ce qui n'est pas imaginable, en revanche, c'est de partager la décision. Mais là où je suis toujours gêné, c'est qu'on n'a pas une doctrine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une force de dissuasion, sinon ne pas s'en servir? La force de dissuasion, elle est de plus en plus utile à partir du moment où nous sommes dans un monde en prolifération nucléaire et une prolifération qui bénéficie à des dingues, comme le Coréen du Nord, par exemple, ou à des gens vraiment assez dangereux, comme les Iraniens. Là, c'est quand même utile de dire on a une arme nucléaire, et il n'y a aucune raison qu'on ne dise pas que Strasbourg et Hambourg, c'est la même chose. Qu'on ne dise pas sur ce plan-là, aux Nord-Coréens, si vous touchez au territoire européen, nous agirons. Mais toucher par des moyens nucléaires. En revanche, je n'arrive pas à comprendre, depuis toujours, ce que peut-être la notion d'intérêts vitaux en cas d'agression conventionnelle d'une puissance comme la Russie. Si, par aventure, la Russie entrait à Hambourg, ou si la Russie entrait à Strasbourg, quel est le chef d'État qui dirait, voilà, Strasbourg, c'est un intérêt vital, indiscutable, menacé, on va donc déclencher le feu nucléaire et accepter la vitrification totale du territoire. Personne ne fera ça, sauf s'il est fou. Donc, le problème, c'est que ça n'apporte pas, en termes militaires vis-à-vis des Russes, une véritable sécurité. Le vrai problème, ça serait comment on peut effectivement, par exemple, organiser des armes nucléaires tactiques à courte portée ou à moyenne portée en cas d'agression conventionnelle ou mi-nucléaire des Russes sur, par exemple, les pays baltes. C'est un autre problème. Mais la force de dissuasion, elle n'est pas faite, elle ne peut pas fonctionner en cas d'agression par des moyens conventionnels d'un pays, même si effectivement, en termes pascaliens, ça conduit l'agresseur à se dire bon, il y a très 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 peu de risques qu'ils se servent de leur arme, mais c'est peut-être pas la peine de tenter parce que la conséquence serait terrible. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brefs que je vais introduire autour d'un problème moins important, mais cependant qui mérite d'être signalé, qui est celui de l'influence du tourisme. Et je prendrai l'exemple de Paris, où les marchands de souvenirs, les vendeurs de vêtements, les boutiques d'objets de décoration, les échoppes de cosmétiques et de parfumerie, une certaine restauration rapide, remplacent nombre de commerces de première nécessité dans les arrondissements dits touristiques ou historiques, c'est-à-dire à peu près dans les 12 des 20 arrondissements. Il en résulte une concentration de l'offre
qui provoque un enchérissement de la vie quotidienne, et parallèlement, un nombre croissant d'appartements deviennent des logements provisoires destinés aux touristes, après que les propriétaires ont fait partir leurs locataires à bail en augmentant leur loyer au maximum. Cette tendance à l'enchérissement des loyers qui atteint fréquemment des hauteurs impudentes touche également les locaux professionnels de certains métiers essentiels et notamment les professions de santé. Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et autres professions dont les actes et consultations sont réglementés doivent ou bien faire face à ces augmentations ou bien quitter les quartiers touristiques où ces augmentations de loyers sont les plus nombreuses et les plus conséquentes, ou encore avancer leur départ à la retraite. Dès le milieu des années 90, des voix s'étaient fait entendre pour appeler les pouvoirs publics, notamment municipaux, à élaborer une politique de régulation des conséquences du tourisme, dont on sait que les excès provoquent dans certaines villes européennes des effets presque irréparables et des mouvements d'hostilité d'une partie de la population. À quelques mois des élections municipales, cette politique de régulation devrait être l'un des premiers éléments des programmes des différents candidats, et il faut pour le moment, à Paris, se contenter d'un texte qui rend plus risquée et plus coûteuse la fraude aux locations touristiques hors règle, mais sans que l'on aperçoive les moyens de son application, et tandis que le président de la République appelle à une augmentation de 33% des visiteurs du Louvre, souhaitant porter leur nombre à 12 millions, quand le plus grand musée du monde, comme on dit, a été conçu pour en accueillir 4 millions. Quand on sait dans quel état est aujourd'hui le Louvre, la proposition du président de la République s'appelle « Compter sur l'aphthysie pour soigner la tuberculose ». Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander la lecture d'un livre paru chez Gallimard récemment de Pierre Michon, « J'écris l'Iliade ». Pierre Michon est un cas assez particulier parmi nos écrivains français parce que c'est peut-être le seul qui s'inscrit vraiment dans une grande tradition littéraire et pour qui la seule justification de l'écriture est justement de tenter ce geste de se mettre à la hauteur de la plus haute littérature. C'est dire qu'il n'écrit pas pour régler des comptes avec son héritage familial ou pour parler de lui, ni pour transposer dans un futur proche ou dans un passé plus ou moins lointain des problématiques de l'actualité. Sa seule ambition, la seule qui vaille à ses yeux, c'est de se mesurer au plus grand. Et ici Homère, d'où le titre « J'écris l'Iliade ». C'est une ambition démesurée, vouée bien sûr à l'échec, mais un échec lucide et splendide qui le conduit par exemple à réécrire dans ce livre les aventures d'Actéon, ce chasseur transformé en cerf et dévoré par ses propres chiens, ou de Pasiphae. Et donc c'est une lecture toujours éblouissante. Lucille Schmitt. Oui, moi j'ai été au cinéma, j'ai été voir 4 nuits pour un rêveur, ce film de Robert Bresson qui vient de ressortir et qui est absolument extraordinaire. C'est un film qui avait inspiré notamment Carax lorsqu'il tourne Les Amants du Pont-Neuf. Jacques et Marthe, il s'appelle Jacques et Marthe, et déjà on est dans une autre époque. Et pendant 4 nuits, ils sont enveloppés par le Pont-Neuf, par les bruits, par les lumières, par cette vision d'un bateau-mouche qui passe avec une bande-son, avec une bossa nova envoûtante. C'est un film profondément mélancolique puisque Jacques n'arrive pas à parler aux femmes et qu'il parle pendant la journée à un magnétophone où il enregistre les déclarations d'amour qu'il aimerait leur faire, des déclarations d'ailleurs très stéréotypées, romanesques, idéalistes, qui n'ont rien à voir avec la réalité, et que Marthe, elle, d'une certaine façon, elle rêve dans la journée à des hommes qui n'existent pas et auxquels elle pourrait raconter tout ce qu'elle est de manière sensible et émotive. Et Robert Bresson a 70 ans à l'époque, mais je trouve qu'il réussit à faire passer cette mélancolie d'une jeunesse qui a tout espéré de mai 68 et qui se réveille face à une réalité où l'amour n'a guère de place, mais où on peut en rêver, mais d'une façon très mélancolique, autour de la scène, dans la nuit, avec des lumières, des sons et beaucoup de musique. Jean-Luc Bourlange. Oui, moi je reste un peu monoïdéique par rapport au sujet qui nous a réunis aujourd'hui. Je voudrais recommander le livre de Monsieur Janté sur Trump, qui s'appelle, le titre est d'ailleurs excellent, « Notre homme ». À Washington. Et je pense que c'est un petit livre, très élégamment présenté, très élégamment écrit, qui montre la profondeur, l'ancienneté, l'intensité des liens
entre la Russie soviétique, puis la Russie tout court, et Donald Trump. Ce sont des liens qui remontent aux années 70, qui ont été décisifs à des moments dans les aventures financières toujours un peu scabreuses et aléatoires du président Trump, qui montrent notamment une dissonance assez profonde et qui a un écho aujourd'hui entre la stratégie des républicains à l'époque de Reagan et de Bush numéro 1, vis-à-vis de la Russie et ses propres positions. Et donc, nous sommes là. Alors, est-ce que c'est un agent ? On montre bien qu'il est extrêmement identifié par les services soviétiques depuis toujours, qu'il le ménage, qu'il l'arrange, qu'il le surveille, qu'il le bichonne. Peut-on dire que c'est un traître au sens plein du terme ? Non, on peut le dire depuis 15 jours, parce que là, il a été outé, l'agent dormant s'est réveillé. Mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il est d'intelligence avec l'ennemi, et ça éclaire quand même une chose que j'ai du mal à comprendre quand je pense à la société que François connaît mieux que moi, à la société politique américaine, c'est à quel point, comment les républicains peuvent-ils s'accommoder d'une rupture aussi profonde de leur parti avec les conquêtes, les victoires de Ronald Reagan et de Bush numéro 1. C'est quand même un héritage, l'héritage républicain, ce que les présidents républicains ont fait de plus parfait. Il y a eu Eisenhower qui a suivi Truman en réalité, mais c'est Truman qui avait fait le démocrate, qui avait fait le choix, Eisenhower qui a tenu, mais la grande victoire, c'est une victoire dans la guerre froide, c'est une victoire républicaine. Et là, on voit que l'autre était sur une ligne, il s'intéressait à autre chose. Et maintenant, je crois qu'il tétanise le Parti républicain, et je me demande combien de temps les républicains vont effectivement vont mettre avant de se rappeler que leur grand héritage, c'était Ronald Reagan. Et là, America, Great America, c'était quelque chose qui signifiait autre chose que les apories et les contradictions du président Trump actuellement. François Bujon de l'Étang. Je vais rester à Washington, moi aussi, mais me transférer sur un sujet différent. Vous m'avez souvent entendu faire des échappées dans le domaine du jazz. Je vais en faire une dans le domaine de la soul music, cette fois-ci, domaine consanguin avec le précédent, pour rendre hommage à une grande figure de la culture et de la musique afro-américaine qui nous a quittés la semaine dernière, qui est Roberta Flack, morte à l'âge de 88 ans l'année dernière. Et Roberta Flack est beaucoup moins connue que Nina Simone, par exemple, ou que Aretha Franklin. C'est une des très grandes dames de la soul music. C'est une Washingtonienne pure laine, si j'ose dire, bien qu'elle soit née en Caroline du Nord. Elle a été une icône complète à Washington. Elle a obtenu 2 Grammy Awards en 1973 et en 1974 pour des chansons qui restent dans le patrimoine américain. La première, qui était d'ailleurs dans un film de Clint Eastwood en 1971, s'appelle « The First Time Ever I Saw Your Face ». Et la seconde, qui est beaucoup plus connue, mais alors mondialement connue, c'est « Killing Me Softly with His Song ». Mais Roberta Flack était une personne qui a également participé à la lutte pour les droits civiques dans la foulée de Martin Luther King, bien entendu. Elle était proche de grandes figures afro-américaines qui ont participé à tout cela. Elle était proche d'Angela Davis. Elle était proche de Jesse Jackson, qui a même été candidat à la présidence à un moment. C'était une merveilleuse chanteuse. C'était une très grande dame. Et je suis très heureux d'avoir eu la chance d'assister à sa rencontre avec Nelson Mandela, pour lequel elle avait beaucoup plaidé en 1999 à Washington. Donc je m'incline simplement devant sa mémoire et vous incite à l'écouter. Et si vous voulez l'écouter dans toute sa fraîcheur, écoutez ses tout premiers disques. Le premier qui s'appelle First Take et le second qui s'appelle, de façon très appropriée, Chapter 2. Merci, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui tourne autour des problèmes de plateforme de financement, Manon Boisard qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique cette conversation, Julien Neville et Nouvelles Écoutes qui produisent notre podcast. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la conversation avec Stéphane Le Rouge sur Michel Legrand et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.